Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce samedi. C'est l'un des fléaux de l'été. L'alcool au volant fait des ravages quand les consommateurs font des imprudences en sortie de soirée. Et Monaco n'est pas épargné, mais Be Safe, le service qui raccompagne les fêtards, est à pied d'œuvre en cette période estivale. Nous avons passé la soirée avec l'un des bénévoles. La chronique US de ce samedi nous fera voyager dans le temps. Notre correspondant aux États-Unis a pu avoir accès aux archives privées de l'Académie des Oscars à Hollywood, dont celle de Grace Kelly, document exceptionnel à suivre. Dans ce journal également, comment adaptez-vous votre quotidien aux fortes chaleurs? Alors que le mercure grimpe encore cette semaine, nous demanderons conseil à un expert en médecine holistique, Thierry Villette, qui sera notre invité ce soir. Et puis elles sont comme toujours les stars de l'été. Les glaces se déclinent aujourd'hui en de multiples saveurs, plus surprenantes les unes que les autres et surtout délicieuses. Nos reporters vous ont demandé vos préférés. Elles sont au nombre de 2 et tournent du mercredi au dimanche tout l'été dans les rues de la Principauté. Les navettes Be Safe ramènent à bon port à chaque saison estivale plus de 1000 personnes alcoolisées par mois qui n'auraient pu reprendre la route après une soirée arrosée. Une initiative portée par Camille Gottlieb et qui a sans doute évité bien des accidents depuis son lancement. Sarah Nkari et Camille Caloni ont suivi Ludovic, l'un des bénévoles, en tournée hier soir. Monaco regorge d'adresses incontournables pour faire la fête. L'été en particulier, la Principauté attire son lot de noctambules venus profiter de la vie nocturne monégasque. On va aller dans un petit bar, restaurant, on va aller boire un verre. Voilà. Pour ces 2 Parisiennes, la soirée se terminera à Cannes en VTC, mais pour de nombreux fêtards, le retour se fera à bord de l'une des 2 navettes Be Safe. Nous retrouvons justement Ludovic qui s'apprête à prendre son service. Je prends le service vers minuit à peu près. On va rejoindre la navette qui est garée au parking du Grimaldi Forum. Et puis une fois qu'on aura pris la navette, on ira tourner dans les différents établissements de nuit de Monaco pour dire juste ça y est, on a pris notre service, on est là. On va aussi dire bonjour aux voituriers qui sont pour nous d'une grande aide en fait, puisqu'ils font aussi le relais entre les établissements de nuit et nous pour les gens qui sont trop alcoolisés. L'intérêt pour nous, c'est essentiellement de ramener les gens qui sont très alcoolisés chez eux en toute sécurité. Les gens qui ne le sont pas, il y a les taxis qui font leur travail. Dans chaque véhicule se trouve un chauffeur et un accompagnateur. C'est le rôle de Ludovic lors de notre tournage. C'est notamment par mesure de sécurité, mais aussi pour les adresses. En fait, ça permet au chauffeur de rester concentré sur la sécurité routière et sur la conduite. Ce service, créé par Camille Gottlieb et 4 de ses amis, fait suite à la disparition tragique de leur ami Alexis, décédé dans un accident de scooter en Principauté après une soirée festive. Depuis, l'association propose gratuitement ce dispositif, financé en partie grâce au soutien des établissements de nuit. Le fait d'avoir appris cette mauvaise nouvelle, comme tout le monde, comme tous les gens de la nuit, on a été choqués. En fin de soirée, quand on les voit s'en aller, on leur demande bien si ils ont une voiture, s'ils veulent prendre Be Safe, on leur propose des éthylotestes pour pouvoir se contrôler eux-mêmes. Et de ce fait, après nous on appelle Be Safe directement. Si un client, on le voit qui n'est pas très bien, on appelle Be Safe, on dit voilà, il y a un client qui n'est pas bien, il est d'accord pour laisser la voiture dans le parking en bas. On s'arrange avec les voituriers qui sont devant le Twiga, qui laissent la voiture dans le parking. Et le client peut rentrer avec Be Safe et le lendemain venir récupérer la voiture. Et nous on garde les clés au coffre. Et le concept séduit aussi les visiteurs de passage. Una buona idea, in realtà la devono fare pure a New York, una cosa del genere, che noi non ce l'abbiamo. En moyenne, chaque navette effectue 10 voyages par nuit. Elles sont disponibles du mercredi au dimanche, de minuit à 5h30. L'une est réservée au trajet intramuros, l'autre se déplace jusque dans les communes limitrophes, Beausoleil, Cap d'Aille et Roquebrune-Cap-Martin. À l'international, la solidarité s'organise pour venir en aide à la population en Colombie. Vous savez que le pays a été frappé de plein fouet par un violent séisme lundi dernier. Et alors que le bilan s'élève à près de 300 morts à ce jour et 500 disparus, à Monaco, l'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine, lance un appel aux dons. On écoute sa présidente et l'un des membres de l'association au micro de Sarah Nkari et Camille Caloni. Selon le président de la République, il y a au moins 11 000 immeubles qui ont été abîmés. Et plus de 1000 maisons qui sont complètement détruites, des hôpitaux, des centres éducatifs, des centres de santé, des centres communautaires qui sont détruits.
Et il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de familles qui sont dans la rue, qui attendent les aides. Il y a beaucoup d'associations, heureusement, qui sont là aussi, beaucoup de gens, beaucoup de pays qui sont en train d'aider. Mais ça a été un moment très compliqué pour la surtout dans cette région du sud-ouest, c'est-à-dire le département de Chocó, et Risaralda, Caldas, donc Manizales, qui est ma ville natale, qui a été très touchée. Et cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'ils ont besoin aussi des béquilles et des chaises roulantes. Et c'est pour ça que cet appel aux dons pour la Colombie, c'est très important pour nous, parce qu'on a vu que ces dégâts qu'il y a eu, c'était un peu plus important encore que le Venezuela, et qu'ils ont un besoin particulier. Et je sais qu'on va être généreux, les personnes qui vont nous soutenir, ils vont nous aider. Et voilà, ils peuvent nous contacter directement à l'association, ils peuvent nous contacter par email ou tout simplement pour les réseaux sociaux. Et à la suite, nous, on va être attentifs pour pouvoir les répondre et les donner tous nos coordonnées nécessaires pour qu'ils puissent nous soutenir. Voilà, n'hésitez pas à faire un don si vous le souhaitez. Prenons maintenant la direction des États-Unis. C'est l'heure de la chronique US, comme chaque samedi. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps. Créée en 1927 à Los Angeles, l'Académie des Oscars ne se limite pas à sa célèbre cérémonie annuelle de remise des prix du cinéma. Elle conserve également depuis des décennies, dans des chambres fortes, un nombre impressionnant d'archives personnelles d'acteurs et d'actrices qui ont marqué l'histoire du 7e art. Et c'est évidemment le cas de Grace Kelly. L'institution a exceptionnellement transmis à notre correspondant les numérisations de certains documents originaux. Immersion signée Bastien Bory. Derrière sa façade anonyme, l'Académie des Oscars abrite 52 millions de costumes, affiches, scénarios, photographies et objets personnels. C'est la plus grande collection du cinéma mondial, dont Grace Kelly a fait partie de 1951 à 1956. 11 longs métrages, 3 avec un Alfred Hitchcock connu pour ses penchants autoritaires, mais que ses archives montrent au contraire en retrait, laissant à l'actrice une liberté de jeu alors unique à Hollywood. You go from Janet Leigh to Kim Novak to Tippi Hedren. They all kind of are one type. They even sometimes have the same hairdo. She was his type, and yet she was different. She was not a girl from the wrong side of the tracks. She came from a very prominent Catholic family in Philadelphia. So I don't think he overstepped with her behind the camera. And a lot of Hitchcock experts also say that she might have been the only actress that he tried to treat with more respect than the others, let's put it that way. En 1956, son faire-part de mariage avec le prince Régnier III acte son départ de Californie, mais pas la rupture de ses liens avec ses pairs. Parmi l'abondant volume de lettres conservées, Grace Kelly confie notamment, en 1962 à celui qu'elle surnomme Hitch, sa tristesse d'avoir quitté les plateaux et de lui avoir refusé le rôle principal dans le film Pas de printemps pour Marnie. Ici, quelques mois avant sa disparition en 1982, elle refuse un autre retour à l'écran proposé par son ami, l'acteur et producteur Gregory Peck. Souvent, elle écrira aussi à Edith Head, chef costumière de la Paramount. I think she was unique, and I think she came into her own with Country Girl. That's the film she won an Oscar for, and rightfully so. Country Girl really showed her range as an actress and gave her so much space to grow within the role, within the film, and make a lasting impact. And I believe later on, she did make an impact with her charity. She was really one of the very first people who stepped out and stood up for a worthy cause long before anybody else did that. 11 rôles principaux et un Oscar en 5 ans d'activité, c'est l'un des ratios les plus denses de l'histoire, pour une actrice dont les robes et silhouettes restent la matrice stylistique des costumiers d'Hollywood aujourd'hui. Entretenue par la Fondation Princesse Grace, qui a depuis lancé la carrière de plus de 1000 artistes, cet héritage est conservé à perpétuité dans les chambres à température et hydrométrie contrôlée de l'Académie des Oscars. Fascinant retour en arrière. En football, petite déception pour l'AS Monaco FC. Les Rouges et Blancs jouaient hier soir contre Coventry City en Angleterre pour leur dernier match amical. Match qu'ils ont perdu 2-0. On verra ce qu'auront retenu les Monégasques de leur préparation de l'été lors de leur premier match de compétition de la saison jeudi prochain pour le barrage aller de Ligue Conférence face au club polonais du Górnik Zabrze.
Autre information sport, cette fois pour l'AS Monaco Basket. Le club a appris hier, vendredi, que son recours devant le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, ne serait examiné que le 25 août. Alors par la voix de son avocat, l'ASM a demandé à ce que son dossier soit examiné plus tôt. Et aujourd'hui, selon des sources concordantes, la demande a vraisemblablement été acceptée. L'audience devrait donc se tenir finalement jeudi 20 août. Bonne nouvelle pour le club qui va peut-être enfin être fixé sur sa réintégration en Betclic Elite et pouvoir préparer à temps la saison qui arrive très vite. Hier, nous avons évoqué le sport en été et aujourd'hui nous allons nous demander comment mieux vivre ces périodes de chaleur du point de vue du quotidien. Quels sont les bons réflexes à adopter pour prendre soin de soi en été? On en parle avec Thierry Villette, spécialiste de la médecine holistique et du bien-être. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors première question très simple pour commencer. Quand il fait très chaud comme ça, comment bien se rafraîchir? On entend beaucoup de conseils qui ne sont pas toujours bons, comme prendre une douche glacée, boire très froid. Alors quelles sont les bonnes et les fausses bonnes idées? Alors je dirais pour ma part, juste pour ma simple lecture, tout d'abord ce serait écouter son corps. Bien souvent les gens vont boire parce qu'on leur a dit de boire, c'est comme ils vont manger parce qu'on leur a dit de manger parce qu'il est midi ou parce que éventuellement ils n'ont pas assez bu. Donc c'est vraiment écouter son corps et essayer de boire le plus souvent possible une eau, si possible tempérée et non glacée, parce que glacée n'apporte pas spécialement que de bonnes choses au corps, que lorsque l'eau est tempérée, bien au contraire, on va dire entre 3 et 4 degrés en dessous de la température du corps ou au pire, au-dessus de la température du corps. Pour l'alimentation, l'été est souvent synonyme de repas plus légers, de fruits, de salades. Est-ce qu'il y a une manière particulière de manger lorsqu'il fait très chaud pour aider son organisme à mieux supporter ces températures? Est-ce que le plaisir de manger lourd est à bannir complètement, par exemple? Alors, je dirais à bannir, c'est peut-être pas le bon mot parce que chacun est fait comme il est fait, surtout. Mais moi, je privilégie vraiment une nourriture, une alimentation, qui soit vraiment, je vais pas dire saturée en eau, mais c'est-à-dire des fruits, des légumes, surtout, le matin et le midi et le soir, si possible. Alors, quand je dis si possible, je parle pour moi, mais d'éviter de manger, pas que ça ne soit pas bien, si vous voulez, mais c'est toujours mieux. En tout cas, l'été, quand il fait très chaud comme aujourd'hui chez nous, on atteint les 37-38 degrés, manger une alimentation pleine d'eau, c'est vraiment ce qui nous correspond le mieux. D'autant qu'on privilégie aussi l'alcool pendant l'été, ça on en parle beaucoup. Ça aussi, c'est pas terrible en période de forte chaleur, faut limiter. Alors écoutez, c'est vrai que l'alcool que l'été, est une période où on est susceptible de boire beaucoup plus d'alcool parce que c'est festif, il y a le rosé, on ne va pas nommer certaines marques, mais oui, c'est à proscrire, effectivement, c'est à proscrire parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va venir, dilater tout notre système vasculaire et puis donc pour les personnes qui ont de la tension, par exemple, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc boire, c'est comme pour tout, c'est trouver un juste équilibre, une forme d'équanimité et de boire vraiment avec légèreté. Et puis ça favorise la déshydratation aussi, ça on peut le répéter. Et la déshydratation, bien évidemment, merci de me le rappeler. Oui, vraiment. Donc ce qu'il y a de mieux, comme me disait toujours mon fils, avec toi papa on peut rien boire, j'ai dit il y a l'eau. En fait tout ce qui est naturel quoi. Et l'eau c'est vraiment le meilleur carburant pour le corps humain. Et ça on ne l'enlèvera pas. La chaleur perturbe aussi énormément le sommeil. Quels seraient vos 2 ou 3 réflexes avant d'aller se coucher pour mieux récupérer malgré une nuit à 28 ou 30 degrés, voire plus pour certains, parce qu'on ne vit pas tous au même endroit. Bien sûr. J'essaie de donner comme conseil aux gens ce que moi je fais. Donc, c'est pas pour ça que c'est ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, pour moi, je pense que oui. Après avoir mangé le soir, pour ceux qui mangent le soir, c'est de faire une petite marche, 15-20 minutes, c'est toujours très bien pour activer tout notre bol alimentaire, pour démarrer une nuit de la meilleure manière qu'il soit. De prendre une douche froide, alors pas glacée, tiède ou froide, avant de se coucher, à peine s'essuyer et se mettre dans son lit. Alors bien évidemment, pour ceux qui ont un climatiseur, c'est d'allumer la chambre auparavant, mais au moment du coucher, de l'éteindre. Donc vraiment de se coucher, on va dire, à une température ambiante, que le corps soit à une température ambiante. Peut-être insister sur ce point-là. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas faire glacer? Pourquoi ne pas une douche glacée? Pourquoi ne pas boire trop froid? Est-ce que le corps justement réagit mal à ça? Est-ce que ça peut justement favoriser une reprise ensuite de chaleur, ce qui fait que le corps peut-être a envie de s'autoréguler? Effectivement, oui. Lorsque l'on boit une eau glacée, ou une douche glacée, mais surtout boire une eau glacée, ça va vraiment nous amener à une vasoconstriction du système vasculaire, si vous voulez. Et par réflexe, le corps, à travers l'hypothalamus, va créer encore plus de chaleur.
Donc en fait, en pensant se rafraîchir, eh ben, au contraire, on va se réchauffer. Mais c'est que ça vient créer un choc assez perturbateur pour le corps. Donc lui, derrière, il va dégager des séquences chimiques qui vont faire en sorte que le corps va vouloir se réchauffer. Et quant à la douche glacée, la douche glacée, par contre, je la préconise avant de se coucher. Voilà, donc ça il y a des fausses bonnes idées et il y a cette idée-là de se doucher avec une douche bien froide avant de se coucher. Là, par contre, ça va. Alors, en résumé, si vous deviez donner aux téléspectateurs seulement, on va dire 3 conseils à bien retenir, parce que là, on en a évoqué plusieurs, 3 conseils à adopter dès demain pour passer un été plus serein et mieux supporter les fortes chaleurs, lesquels est-ce que vous choisiriez ? Alors moi, je vous donnerais 3, 4, 5 conseils, ceux que j'applique à moi d'ailleurs. Bon, la première des choses, c'est écouter son corps. Les gens vont toujours très peu l'écouter, ça, parce qu'on se dit, ça veut dire quoi, écouter son corps? Mais écouter son corps, c'est vraiment savoir ce dont il a besoin. Donc c'est écouter son corps, c'est bien s'hydrater, c'est dormir convenablement. Alors quand je dis convenablement, c'est avec les conseils que nous venons de donner, c'est de manger le plus léger possible. Alors bien évidemment qu'on peut s'autoriser des écarts, nous sommes des humains, mais dans le grand général sur la période, manger le plus léger possible, beaucoup de fruits et légumes. Et la dernière des choses, c'est de passer un très bel été. Voilà, on note tous ces bons conseils en tout cas. Merci beaucoup Thierry Villette de nous avoir aidés à y voir plus clair. C'était un grand plaisir, merci à vous. Une idée d'exposition pour cet été, des premiers messages à cheval aux voitures de course les plus emblématiques. Le musée des timbres et des monnaies propose en ce moment l'exposition Au fil du timbre. On peut y découvrir des pièces rares qui retracent l'évolution des échanges à travers la philatélie. Un parcours qui mêle donc patrimoine, innovation et passion automobile. Visite guidée signée Vanessa Dessy sur les images de Jean-Alexandre Dordet. Né de la volonté de raconter l'histoire des transports et de la communication autrement, l'exposition Voyage au fil du timbre propose une véritable balade à travers les époques. Cette exposition a été imaginée par Flavie Bonin-Novaretti, donc responsable du musée des timbres et des monnaies, qui est partie d'une série de timbres de 1961 retraçant l'évolution des moyennes correspondances, donc du XVe siècle au XIXe siècle, que l'on voit ici sur les panneaux. Il y a 180 timbres. Le plus ancien date de 1953, le plus ancien exposé, on va dire, qui met en avant les pigeons voyageurs et l'hélicoptère postal. L'exposition met en lumière la fascination intacte pour la vitesse, l'innovation et l'esprit de liberté qui accompagnent l'évolution des véhicules depuis leur début. C'est vrai que l'automobile et Monaco ont un lien symbolique, historique. Donc il était tout naturel de mettre en avant à la fois les voitures de loisirs et les voitures de course. Monaco, avec son Grand Prix depuis 1929, fait partie de l'histoire automobile à l'échelle internationale, l'Automobile Club de Monaco. Et puis Monaco est également une vitrine technologique pour l'automobile écologique, avec l'organisation du Monaco e-Prix. Donc 4 des 8 panneaux de l'exposition mettent en avant l'évolution de ces voitures, à la fois de loisirs et de course, et les pilotes mythiques qui ont conduit ces bolides. Et parmi les pièces les plus emblématiques, une lettre d'une extrême rareté. Elle illustre à elle seule l'ingéniosité des premiers systèmes de communication et l'évolution spectaculaire des échanges. C'est une lettre par ballon monté qui fait partie de la collection du Prince de Monaco et qui a été prêtée aimablement par le Palais Princier. Il s'agit de cette lettre, expédié de Paris en 1870 pendant le siège de Paris par les Prussiens et les Allemands. Donc on voit le timbre français et le cachet d'oblitération en rouge. Donc il faut savoir qu'à l'époque, à ce moment-là, le seul moyen de communication, vu que Paris était assiégé, c'était les airs. Il faut préciser que ces ballons montés ne sont pas des montgolfières, donc ils sont dirigés uniquement au gré du vent. Donc beaucoup de courriers ne sont pas arrivés à destination, mais certains courriers, comme celui-ci, expédié par un notable français à Madame Malesprine à l'Hôtel de Paris, est arrivé jusqu'à destination. L'exposition Voyage au fil du timbre se tiendra jusqu'au 27 septembre prochain au Musée des timbres et des monnaies.
Coup de projecteur à présent sur une jeune auto-entrepreneuse aux multiples facettes. Marcella Maignan est à la fois directrice artistique, éditrice, créatrice de bijoux et chanteuse. Ses titres sont sur la plateforme Spotify. De nationalité italo-chilo-américaine, elle est aujourd'hui installée sur la Côte d'Azur où elle exerce son métier entre les univers des médias, de la culture et de la mode. Nous l'avons rencontrée, je vous propose de l'écouter sur son parcours et ses passions. J'ai commencé très tôt à être très intéressée et passionnée pour la mode. Je suis partie à Milan à faire mes études de mode et j'ai commencé à faire des éditos et à faire la Fashion Week pour Elle dans cette époque et après l'officiel. Et j'aimais tellement que je suis créé ma propre magazine, s'appelle Regia. Aujourd'hui, elle est à Monaco pour tous les kiosques. Je suis très contente de ça. Et avec The Arsenal, c'était l'amour pour mon mari en fait, qui est le fondateur de The Arsenal, qu'on s'est rencontrés à Miami. Et j'ai commencé à faire toute la partie création de vêtements pour femmes. Donc j'ai créé cette tenue que je porte aujourd'hui, c'est notre collection avec Pirelli qu'on a créée depuis le Grand Prix à Monaco. On a des magasins un peu dans le monde entier et donc toute cette vie en live, ça me donne toute cette inspiration pour des choses, de comment c'est le futur ou de l'évolution. J'adore tout ce que c'est, tout ce que tu peux l'utiliser pendant la nuit ou pendant la journée, que c'est le même vêtement et tu peux le changer avec les accessoires. J'étais toujours très très folle des bijoux et tout ce que c'est les pierres et l'or, des choses un peu antiques. Et quand c'était le 2019, j'ai décidé de créer ma propre marque de bijoux. Ça s'appelle Nibiru Patrimoine. Et c'est tout inspiré sur des anciennes cultures mayas. Et après, tout ce que c'est les cultures anciennes sumériennes. Et j'adore la partie grecque byzantine et l'Empire ottoman. Donc mes bijoux, ils sont comme ça. Et c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont anciens, mais il y a une touche futuriste dedans. Allez, que diriez-vous d'un bon cornet de glace pour finir ce journal? C'est la star de l'été et ce n'est pas juste une tendance, c'est un véritable art de vivre qui se partage à plusieurs. Et il y en a pour tous les goûts puisque les parfums se déclinent aujourd'hui en de multiples variantes, parfois même surprenantes. Nos reporters Alexandre Olivier et Alexandra Paolini sont allés faire le tri et dénicher quelques pépites. Oubliez les traditionnels chocolat, vanille, fraise. Plus de cornet non plus, tout le monde profite de sa glace dans son pot avec des saveurs de plus en plus originales. Même si certains préfèrent toujours les parfums classiques. Chocolate and the stracciatella. Very nice. Yeah, I've had them before in Italy, so I know both flavors are very nice. Yeah, I like them both. I had the rum and raisin, which was really good. You could really taste the rum in it. It's come through really strong. And I had the pistachio. And pistachio is delicious. The two together, work really well. I stick away from the regular flavours and go salted caramel's the one I always choose. Chacun a sa préférence, alors chez les glaciers, il faut être prêt. Émilie travaille chez Santo Gelato depuis plusieurs années. Elle a observé une évolution de la consommation des clients. C'est vrai que c'est beaucoup avec les modes aussi. La nocciolata, par exemple, c'est un des parfums phares du glacier. C'est une crème de noisette avec une crème de chocolat. Et c'est très très gourmand et ça fonctionne très bien. Et sinon, à cette période de chaleur, énormément les fruits. C'est souvent les parfums les plus gourmands, avec beaucoup de chocolat, beaucoup de crème, voilà, assez de gourmandise. Pour faire la différence, Santo Gelato s'adapte à la demande des clients. Selon la saison, il fabrique des glaces différentes. L'été, c'est le fruit qui est roi. On a modifié notre recette encore cette année. On essaye de modifier toujours pour faire au mieux pour les clients, selon les demandes. Quand là, c'est vrai que les gens demandent de moins en moins sucré. Donc on essaye de modifier, plus de fruits, moins de sucre. Voilà, on travaille quotidiennement la qualité de la glace. Pas de parfum favori donc, chacun a sa propre préférence. Une chose est sûre, déguster une glace pendant l'été, ça donne toujours le sourire. Et c'est sur ces saveurs de l'été que se referme ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour vos prévisions météo. Les photos de fin de journal sont consacrées à l'Assomption en ce 15 août ici à Monaco. Très belle soirée à tous et à demain, 18h30.
Bonsoir à toutes et à tous. Une bonne nouvelle, les températures vont baisser. On attend jusqu'à 26 degrés demain matin et jusqu'à 32 l'après-midi. C'est toujours élevé, je vous l'accorde, mais plus respirable à côté des 35 degrés que nous avons eu aujourd'hui. Dans le ciel, pas de changement, un beau temps, peu nuageux. De quoi profiter pleinement de cette fin de week-end du 15 août. Ce dimanche, nous fêterons la Saint-Armel, un prénom d'origine bretonne qui signifie le prince des ours. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point météo.